siete spiazzanti. Adesso, spero di non sbagliare, c'è scritto anche quello che devo dire, Nicolas Fournerod dell'Università di Ginevra. Adesso, in questo caso, noi abbiamo lui che ci ha condotto attraverso Ginevra, adesso Ginevra come meta finale. Se vuol cominciare. Grazie al professore Benzoni di questa presentazione. Desidero anche ringraziare gli organizzatori della giornata e in particolare la professoressa Antonella Barzarzi per questo invito che mi fa molto piacere. Mi dispiace molto di non poter presentare la mia relazione in italiano, ma penso che capiremo meglio tutti quanti se continuo ora in francese. Alors, je me trouve ici parmi les plus grands spécialistes de Sarpi. Moi qui suis tout, sauf un spécialiste de Sarpi. Et je me trouve à Venise, dans une institution prestigieuse, une institution qui évoque le nom des plus grands maîtres des études sarpiennes. Voilà qui invite à la modestie, et ce n'est pas là une posture rhétorique. Modestie d'autant plus que j'entends vous livrer cet après-midi simplement quelques réflexions, quelques hypothèses d'une recherche encore en cours, encore inachevée, une recherche qui d'ailleurs sur le plan de la récolte documentaire a donné peu de fruits, a demandé beaucoup d'efforts, a pris beaucoup de temps, mais a rendu pour l'instant peu de fruits. Alors je vous propose de reconsidérer le rôle de premier plan, Mario Infelize vient de le rappeler, joué par la place éditoriale genevoise dans la première diffusion des œuvres de Paolo Sarpi. Il s'agit d'interroger à nouveau frais cette dynamique éditoriale tout en restituant ces publications sarpiennes dans le contexte plus large de l'imprimerie genevoise du 1er XVIIe siècle. Ce que je cherche à comprendre, et je cherche à le comprendre par-delà le silence des sources institutionnelles genevoises qui ne font jamais état de ces publications, je cherche à comprendre quel a été le point de vue des acteurs éditoriaux genevois dans cette entreprise, et en particulier les motivations du théologien genevois Jean Diodati, dont on a déjà parlé. Alors, je vais revenir dans un premier temps très rapidement sur quelques aspects du contexte qui nous ramènent au lendemain de l'interdit et aux efforts menés par une poignée d'individus, somme toute, de manière quasi artisanale, d'introduire la réforme à Venise, avant de me concentrer sur cette histoire éditoriale du côté de Genève, en insistant en particulier sur l'histoire du Concile de Trente. Lorsque Jean Diodati rentre du voyage de reconnaissance qu'il a effectué à Venise entre la mi-août et la fin du mois d'octobre 1608, sur les instances de l'ambassadeur d'Angleterre Henry Wotton et de Paolo Sarpi lui-même, Diodati se déclare pleinement prêt à apporter son concours pour favoriser la progression des idées réformées à Venise. Et cela, il l'affirme avec d'autant plus de force qu'il n'a lui-même pas souhaité s'engager personnellement dans le projet clandestin de former une assemblée de fidèles, un projet dont il estimait la réalisation encore largement prématurée et peu compatible avec sa propre notoriété. Parmi les modalités d'action prioritaires qu'il a définies avec les principaux protagonismes de son projet avant son départ, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Angleterre et son chapelain William Bedell, Sarpi et son plus proche collaborateur Fulgencio Micancio, dans ce programme figure sans surprise la diffusion dans la Sérénissime de livres imprimés propres à servir la cause de l'Évangile, ou du moins à encourager les élites vénitiennes à se séparer de Rome. Dans le compte-rendu de son voyage, qu'il rédige peu après son retour, Diodati affirme à ce propos « On y travaille ». Et il précise qu'il s'est lui-même mis pour cette occasion, je cite, à une nouvelle traduction en rime des psaumes, traduction italienne. Alors c'est important de préciser qu'il s'agit bien des psaumes, parce qu'Eugène de Budé avait transcrit des satires italiennes, et tous les historiens se demandaient ce que c'était que ces satires, elles n'existent pas. Ce sont donc un projet de nouvelle traduction en rime des psaumes
en italien, dont il espère voir le bout dans environ 1 an et demi. Et puis il ajoute des petits livres pleins de suc et de doctrines, bien fondés, principalement sur autorité de l'écriture et des pairs, ils seront de très grand usage, donc à Venise. Et de fait, Diodati se met aussitôt à la tâche et considère que la traduction des psaumes est un des plus utiles et nécessaires et efficacieux outils de la besogne, c'est-à-dire de cette entreprise. Et en mars 1609, il a déjà achevé de traduire 15 psaumes. Mais ce n'est pas tout. Diodati n'est pas rentré de Venise les mains vides. Bedel affirme en 1613 qu'une partie des textes qu'il a traduits à Venise de l'anglais en italien se trouve à Genève chez Jean Diodati. Alors, comme le livre d'Edward Sandys, The Relation of the State of Religion, est très vraisemblablement le seul que Bedel a achevé de traduire au moment où Diodati quitte Venise, il y a de très fortes chances pour que le chapelain de l'ambassade anglaise, qui considérait cette traduction comme de la plus haute importance, il y a de très fortes chances pour qu'il ait confié son manuscrit à Diodati afin qu'il le publie dans les plus brefs délais. Donc tous les signaux semblent indiquer que la production genevoise du livre italien va bientôt exploser. Or, et c'est très surprenant, c'est exactement le contraire qui se produit. Rien. Rien ou presque rien ne paraît en italien durant les 10 années qui vont suivre. En effet, si l'on se fonde sur le précieux répertoire que Nicole Bingen a dédié à l'édition italienne dans les pays de langue française, il apparaît qu'entre 1608, c'est la date d'édition du Petit Nouveau Testament de Diodati que lui a commandé Henry Wotton afin d'être diffusé massivement dans Venise, donc entre 1608 et le début des années 1620, il n'y a pas de livre qui paraît en italien à Genève, excepté il y a deux exceptions, en 1614, sous le nom d'un éditeur factice, Fabriano, à l'adresse Coloniae, mais de toute manière, ce sont des livres qui n'ont rien à voir avec le projet vénitien. Alors, ce n'est pas non plus que rien ne circule à Venise, puisque Turrettini signale en 1611 qu'une traduction italienne de l'Anticoton, probablement celui de César de Play, se vendait, je cite, publiquement par permission du Sénat, mais nous ignorons tout de l'origine éditoriale de cette publication dont aucun exemplaire ne nous est parvenu. Ce constat a donc de quoi surprendre, tant il est éloigné de ce que pouvaient laisser entendre les déclarations d'intention initiales. Il y aurait beaucoup de facteurs, évidemment, à avancer pour l'expliquer. J'en retiens deux qui sont peut-être les principaux. Il apparaît tout d'abord que l'édition du livre italien n'est pas considérée par les libraires comme une opération rentable sur le plan commercial, à cause, explique Diodati, de la petitesse et lenteur de la vente de tels livres. Et donc, il faut les faire imprimer à frais d'auteur, et Duplessis-Mornay en fera la mauvaise expérience. Et le second facteur, peut-être encore plus important, se rapporte à l'absence de personnel suffisamment qualifié pour travailler à la traduction ou à la correction de tels ouvrages en italien, en dépit de la communauté italienne qui réside à Genève, puisque Diodati écrit à Duplessis-Mornay « Je ne vois personne qui puisse heureusement travailler en semblable matière ». Il écrit ça en 1610, alors que lui-même est occupé par ses propres occupations. Wotton, l'ambassadeur d'Angleterre, est le premier à en avoir conscience, aussi lorsqu'il passe par Genève au début de l'année 1611, au terme de son premier mandat d'ambassadeur à Venise. Il déclare, je cite plutôt Turrettini qui rapporte ces paroles, il déclare vouloir mettre en train à Londres une imprimerie pour livres italiens ou fournir pour en avoir une à Genève. Il n'y a que deux lieux qui sont considérés, Londres ou Genève, Genève étant beaucoup plus pratique, évidemment, pour des raisons de diffusion. Et d'ailleurs, c'est cette même année 1611 qu'il signale pour la première fois à Genève que Sarpi travaille à réunir des documents sur l'histoire du Concile de Trente. Mais là encore, rien n'est véritablement mis en œuvre. Même pour ce qui regarde les psaumes, l'enthousiasme de Diodati a été de courte durée, puisqu'il fait part, dès l'automne 1609, de son profond découragement à Duplessis-Mornay. Il écrit, je n'ai pas noté la citation, « Pour mes psaumes, j'en perds et l'espérance et le goût, et je ne sais si je m'y remettrai. De Venise, il les trouve trop hauts, mais beaux et pleins d'air. Ailleurs, il les juge autrement. » Comment se fait-il
alors que Genève soit devenue, un peu plus de 10 ans plus tard, l'un des principaux foyers de la diffusion européenne des ouvrages de Sarpi. Genève a incontestablement tiré profit de l'immense prestige dont jouissaient les écrits de Sarpi à travers l'Europe entière, mais peut-être à trop se focaliser sur les textes de Sarpi qui sont publiés à Genève, on risque de perdre de vue le fait que leur publication s'insère dans le cadre plus large de la production d'ouvrages de controverse en italien qu'ils ont contribué, selon moi, de manière décisive à redynamiser. En d'autres termes, si la place éditoriale genevoise a largement contribué à promouvoir l'œuvre et la postérité de Sarpi, la publication des textes de Sarpi servit Genève en retour et donnait en particulier une nouvelle impulsion à la production d'ouvrages de controverse en italien, alors même qu'à Venise se manifestait, après la mort de Sarpi, un intérêt renouvelé pour la circulation de tels ouvrages. Donc tout se passe comme si le programme défini au tournant des années 1608-1609 avait enfin pu être actualisé plus de 10 ans plus tard, et comme si la publication des œuvres de Sarpi en avait été, en quelque sorte, le catalyseur. Alors, un simple coup d'œil sur la chronologie, je vais aller assez vite, de la production genevoise du livre italien entre 1624 et 1639 suffit pour en prendre la mesure. 1624, parution de l'Historia dell'Interdetto, avec une préface qui annonce d'autres publications à venir, je vous mettrai la slide tout à l'heure. 1525, publication enfin de la traduction italienne du livre de Sandis, dont Gaetano Cozzi a justement suggéré qu'elle a dû être retravaillée par Jean Diodati, accompagné évidemment des commentaires de Sarpi. 1626, traduction française de cette même relation et des mêmes commentaires. 1626 aussi, publication par Bénédicte Turrettini d'un bref traité contre le nicodémisme, et qui pourrait bien d'ailleurs se rapporter au contexte vénitien et à la figure de Sarpi telle que Diodati avait pu lui en parler. 1627, traduction du combattant chrétien de Pierre Dumoulin par Vincenzo Paravicino. 1629, la deuxième édition de l'histoire du Concile de Trente en italien. 1630, traduction italienne de l'abrégé des controverses de Drelincourt. Puis, en 1631, la traduction, enfin, par Diodati des psaumes en rime italienne. 1638, traduction du traité de l'Église de Jean Mestresa, dont Michencio avait écrit au duc de Rohan pour la réclamer. Et puis, enfin, le Discorso, en tout cas l'édition genevoise de 1538 ou 1539. Donc on finit un peu par avoir l'impression, c'est un peu provocateur comme proposition, mais que si Diodati a fini par achever sa fameuse traduction des psaumes en rime et par la publier, eh bien c'est un peu à Sarpi qu'il le doit. Mais pour comprendre peut-être cet intérêt pour les œuvres de Sarpi, il faut revenir à l'histoire de la publication et de la traduction de l'histoire du Concile de Trente, pour comprendre comment va se tisser finalement une relation entre Genève et la production sarpienne, une relation un peu particulière. On est 10 ans après les événements que je relatais tout à l'heure. Jean Diodati est un théologien confirmé. Il participe en 1618-1619 au fameux synode de Dordrecht en tant que député de l'Église de Genève, et il n'en a pas pour autant oublié son séjour de Venise, puisqu'il évoque ouvertement son voyage au moment où le synode s'est penché sur la question du contrôle de l'imprimé. Il recommande la tenue de collèges mixtes à l'instar de ce qu'il a vu à Genève. Il a pu également évoquer, en marge du synode, les affaires de Venise avec différents correspondants, notamment des correspondants anglais, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais rien ne laisse entendre, en tout cas, qu'il a eu vent de la publication de l'Historia Concilio Tridentino avant de se rendre en Angleterre en juin 1619. Alors, il faut attendre le 6 juillet 1619 pour que Diodati annonce la parution de l'ouvrage à son neveu Bénédicte Turrettini. Je m'excuse, là il y avait juste une petite citation, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais c'est simplement une citation qui annonce en fait comme un programme éditorial, c'est-à-dire qu'il y a d'autres textes qui vont venir et qui vont être publiés par la suite. Voilà, je suis obligé de passer. Voilà. Alors, donc on est en juillet 1619. Qu'est-ce qu'écrit Jean Diodati à Bénédicte Turrettini?
Nous avons ici, c'est-à-dire à Londres, l'histoire du Concile de Trente du PP de Venise, imprimée sous autre nom. Je désire la translater en français et vous prie d'advertir les chouets de mon dessin, ou Revière, s'il a du loisir, afin qu'il fasse provision de bon papier. C'est une découverture, donc une découverte d'horribles cabales, pièces rares et ramassées de longues mains, fort utiles et ici très bien et utilement vues et lues. Le roi l'a fait traduire en latin et sera fort aise qu'elle voit l'air de France, car elle lui a été dédiée par l'archevêque de Spalato. Alors, si Diodati prend immédiatement la mesure de l'importance qu'il y a de diffuser le livre dans l'espace francophone, il n'exprime pourtant pas la moindre réserve, ici en tout cas, à l'égard de l'épître dédicatoire adressée par Spalato au roi d'Angleterre, une épître, vous le savez, dans laquelle De Dominis déployait un zèle à la fois prosélyte et courtisan, pas la moindre indication également sur les changements apportés au titre du livre, que De Dominis, vous le savez, avait pris la liberté d'accommoder dans une optique clairement confessionnelle. On est très très loin de la vive indignation que manifestent Pierre Dupuis et Nicolas-Claude Fabry de Pérez, qu'à peine une semaine plus tard, à l'égard des libertés éditoriales prises par De Dominis. Le fait est très connu, il est déjà rapporté par Pierre-François Le Courroyer dans la préface de sa traduction. Tous deux, donc Pérez et Dupuis, déplorent fermement que l'archevêque ait compromis la réception de l'ouvrage du père Paolo auprès du lectorat catholique en raison, je cite, de l'assaisonnement qu'il a ajouté au titre et des mots piquants et partiaux qu'il a entrelacés en l'indice des matières, mais aussi et principalement en raison de son épître liminaire et même de la simple mention de son nom. Rien de tel n'apparaît chez Diodati, même si le portrait qu'il brosse de l'archevêque est quelque peu nuancé. Il écrit « Il est bon personnage », c'est la deuxième citation, « Il est bon personnage et entier et sûr, mais encore jésuite en beaucoup de points de doctrine, tout à fait arminien et scolastique, assez amateur de la pompe et grandeur ». Diodati a donc déjà pris l'initiative de traduire l'histoire du Concile de Trente, apparemment sans se formaliser de l'opération éditoriale de De Dominis, au moment où Paolo Sarpi et Micanzio le contactent afin de lui demander de remédier au mal que De Dominis a causé. À Venise, on le sait bien, c'est avec une profonde exaspération que Sarpi et Micanzio ont réagi à l'initiative de De Dominis. Et Micanzio ne s'est d'ailleurs pas privé de le signifier vertement dans une lettre, la fameuse lettre du 20 février 1620. Diodati a quant à lui bien reçu une lettre de Sarpi lui demandant explicitement de supprimer l'épître liminaire de l'édition de Londres, une lettre qu'il n'hésite pas, c'est en tout cas le témoignage qu'on a du frère de Roger Twisden, une lettre qu'il n'hésite pas à montrer par la suite aux étrangers de passage, les étrangers les plus curieux de connaître les circonstances de la publication du texte de Sarpi afin de déterminer quelle édition est la plus digne de confiance. Bien des années plus tard, en 1632, alors là c'est la citation, William Twisden informe son frère Roger que Diodati lui a promis de lui montrer la lettre en question. Il est d'ailleurs possible d'affirmer avec certitude que plusieurs lettres aujourd'hui perdues, malheureusement, ont été échangées entre Sarpi ou son compagnon et Genève, et en témoigne cette indication qui figure sur la page de garde du manuscrit Lulin 54 conservé à la bibliothèque de Genève. On a lettres de F. Paolo et de Fra Fulgencio. Malheureusement, ces lettres, j'ai consulté l'inventaire, ne figuraient déjà pas dans le recueil au moment où le manuscrit a intégré la bibliothèque de Genève. Mais ce qui me paraît important, véritablement important, est ailleurs. Ce qui se joue, à mon avis, au début de l'année 1620, c'est que Genève s'est vue, de manière quelque peu paradoxale, investie du rôle de garante de la fidélité du texte sarpien. Et cela, suite aux critiques que la première édition procurée par Marc-Antonio De Dominis à Londres a soulevées. Or, ce rôle, je crois, je vais essayer de le montrer, le processus éditorial lui-même est le premier à le mettre en scène. Et d'autant plus que le discrédit qui est jeté sur l'édition londonienne de 1619 a également attisé au sein de la République des Lettres un souci quasiment obsessionnel de découvrir quel passage avait été interpolé ou altéré par De Dominis, de sorte à revenir à la lettre du texte de Sarpi, et il y a vraiment une obsession. Cette opération impliquait également de dégager l'histoire de l'ancrage confessionnel où l'avait rattaché De Dominis, c'est à Genève qu'on demande ça quand même, pour lui assurer une plus ample diffusion. C'est en tous les cas ce qui pourrait avoir été envisagé. Mais du côté de Genève, c'est cependant aussi
une occasion de redorer le blason de son imprimerie. Genève est une place éditoriale qui est fort décriée à l'époque en raison de la mauvaise qualité du papier, en raison aussi du manque de correction de ces éditions. Et les deux députés genevois au synode de Dordrecht, Jean Diodati et Théodore Tronchin, ont déploré que même en plein synode national, ont été faites de grandes plaintes qu'aux imprimeries de cette ville, on anticipe sur les copies et on y fait diverses fautes, outre le pauvre papier, même qu'on change et altère les exemplaires. Et en effet, si le texte de l'histoire du Concile de Trente est d'abord exploité à Genève dans le cadre de la controverse, et c'est ça qui est un petit peu curieux, alors qu'on doit le déconfessionnaliser, la première utilisation du texte de Sarpi, c'est un petit extrait de quelques pages, d'une dizaine de pages, que Bénédicte Turrettini insère dans une de ses réponses au jésuite Pierre Coton au sujet de la controverse qui touche la fidélité de la traduction genevoise des Bibles. Et on le voit d'ailleurs, il y a une discrète mention, un discret renvoi en italien d'ailleurs, à la page de l'édition de Londres où débute l'extrait en question. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsqu'on compare cette traduction avec la traduction de Diodati de 1621, on peut très facilement voir qu'il y a de sensibles différences. Ce qui veut dire que là, on a affaire certainement à une traduction rapide, faite pour l'occasion, selon évidemment le rythme que dictait la controverse avec Pierre Coton, mais ça doit être une traduction réalisée par Bénédicte Turrettini lui-même. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de noter que Genève mobilise d'abord le texte de Sarpi pour les besoins de la controverse, alors même qu'on attend de l'édition de la traduction française qu'elle gomme, qu'elle efface l'orientation confessionnelle que De Dominis avait imposée. La traduction française, vous le savez, elle paraît finalement en 1621 chez l'imprimeur Étienne Gamonet, très certainement pour les frères Chouet. La préface de De Dominis a été remplacée par une courte adresse du traducteur au lecteur. Le titre et les entrées de l'index ont été rectifiés, comme du reste cela avait déjà été le cas dans l'édition latine. Pour les marchands libraires genevois, comme les Chouet, qui cherchent au même moment à investir le marché catholique à travers plusieurs entreprises éditoriales de large envergure, mais risquées d'un point de vue de la censure, puisqu'ils essayent d'imprimer le droit canon ou la somme de saint Thomas d'Aquin, eh bien, la publication, pour ces imprimeurs libraires de l'histoire du Concile de Trente, contribue une aubaine commerciale. D'autant que le livre ne soulève aucun problème de censure, puisqu'on le trouve en bonne place dans la liste d'ajouts apportés au catalogue de la bibliothèque de l'Académie de Genève, catalogue de 1612, mais on continue à ajouter des titres. Et vous voyez qu'il est en bonne place parce qu'il est situé juste après les actes du synode de Dordrecht. Et l'on peut supposer que ce sont les impératifs liés aux différents marchés de diffusion qui expliquent qu'on dénombre au moins 3 frontispices différents, l'une qui porte la mention du traducteur, celle de Genève et celle de l'imprimeur, l'autre où la mention de Diodati est effacée, et l'autre où la mention de Diodati et la mention de Genève est effacée. Et je pense que c'est évidemment pour des raisons de diffusion. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, j'y reviendrai, c'est que la traduction française contient déjà un certain nombre de petites corrections, de coquilles, avant tout de coquilles, qui ont dû être communiquées donc par l'entourage de Sarpi avant 1621 et qui seront bien évidemment intégrées dans la deuxième édition italienne de 1629. Mais cela ne signifie pas pour autant que Sarpi ait transmis à Diodati de plus amples modifications. C'est ce que suggère Stéphane Garcia dans sa thèse sur Élie Diodati. En réalité, Garcia me paraît avoir mal compris le sens d'un passage d'une lettre d'Élie Diodati, et une lettre qu'Élie Diodati adresse à Pierre Dupuis en décembre 1623. Alors, est-ce que c'est ça? Oui. Je vous joins à la présente le mémoire que vous avez désiré des additions à la traduction de l'histoire du Concile, dont vous verrez en marge les raisons et justifications, outre que l'auteur les a agréées. J'espère qu'elles ne diminueront en rien la bonne estime que vous avez témoignée de cette œuvre. Toutefois, je vous supplie très humblement de ne vouloir point communiquer, car comme vous savez, les jugements sont différents. C'est pourquoi le traducteur, Diodati, vous demande cette faveur de laquelle je l'ai assuré sur votre vertu. Donc il n'est pas du tout ici question d'additions que Sarpi aurait demandé à Diodati d'intégrer, mais tout au contraire des additions que Diodati a pris la liberté d'insérer et qui ensuite ont été approuvées par Sarpi. On ne sait pas si Sarpi en a été informé avant la publication du livre ou s'il a été placé devant le fait accompli qu'il les a ensuite agréés seulement dans un second temps. Et on comprend
Pourquoi Diodati demande que ce mémoire, où il justifie ses interventions, ne circule pas, surtout pas dans un réseau intellectuel particulièrement sensible, très chatouilleux à la lettre, et d'autant plus prompt, après le scandale des Dominis, à stigmatiser toute intervention extra-octoriale comme un crime de lèse-majesté philologique, parce que dénaturant la pureté du texte sarpien originel. Mais Sarpi et son entourage ne pourrait-il pas avoir également contribué à amplifier le scandale des Dominis? En effet, l'attention suscitée par cette controverse me semble avoir en quelque sorte construit ou contribué à construire une sorte de mythe du texte sarpien originel. Et Sarpi et Meconsio pourraient avoir essayé de mieux exploiter ce mythe afin de brouiller les éventuelles ambivalences du texte ou ses difficultés. Donc ce ne serait pas surprenant qu'on se soit efforcé de retourner le mal causé par des Dominis à l'avantage de Sarpi en laissant planer le doute sur ses possibles interventions, mais en prenant bien soin de ne jamais spécifier lesquelles. Le fait que Peiresc écrive à un correspondant jésuite en 1626 que l'édition londonienne, j'espère que j'ai le passage, que l'édition londonienne n'est pas si fidèlement faite que feu frère Paolo ne se fût plaint qu'on y avait interpolé beaucoup de choses, selon la passion des Anglais et de De Dominis, contre l'intention propre de l'auteur, mal à propos, et qu'ils y ont laissé des contradictions manifestes, montre en tout cas que cette information circule bien de manière assez large. Ce n'est pas cette citation, je ne l'ai pas notée, désolé. Et le fait que le père jésuite Lorini réponde à Peiresc, c'est chose remarquable que père Paolo ait désavoué les faussetés et contradictions, pourrait bien indiquer que le jésuite qui se joue de ces ambivalences, en réalité, n'est pas dupe. Ce qui est sûr, c'est que la place éditoriale genevoise a très bien compris tous les avantages qu'elle pourrait retirer du scandale des Dominis. Comme on s'en doute, l'annonce d'une nouvelle édition italienne par les presses genevoises quelque temps avant sa parution a suscité beaucoup d'attentes et de curiosité au sein de la République des Lettres. Élie Diodati, qui certes se fait l'agent de la diffusion des textes sarpi dans les milieux savants, mais il se fait également l'agent, il-même le promoteur, de la nouvelle édition genevoise en donnant à ses correspondants toutes les garanties de sa fiabilité. Peiresc lui fait part, à plusieurs reprises d'ailleurs, de sa satisfaction du coup, je lis l'extrait. C'est l'extrait qui précède celui-là. « J'ai été infiniment aise de voir ce que vous dites de l'exacte correction de beaux papiers et de beaux caractères, mais encore plus de la bonne foi et loyauté que vous dites y avoir été gardée, qui est le principal. Cette prise-là et celle du Scaliger sont de grande importance et pourraient donner de la réputation aux imprimeurs s'ils sont aussi dignement acquittés comme ils le méritent. » Mais Peiresc cherche aussitôt à en savoir plus. Les additions sont-elles les mêmes que celles qui figurent dans l'édition française? Sarpi n'a-t-il pas également demandé de retrancher quelques passages interpolés qu'il considérait être contre son propre sentiment? Donc les attentes sont grandes, mais au final, les espoirs sont complètement déçus. Rien ne perce de ce mystère. Lorsque Dupuy envoie un mémoire que lui a communiqué Élie Diodati, décidément, il faut juste que je retrouve les bonnes citations, parce que... Alors, ouais. Non. Bon, désolé. J'ai dû préparer ça trop rapidement. OK. Alors, lorsque Dupuy envoie le mémoire des corrections, mais qui sont un mémoire d'errata à Peiresc, eh bien, Peiresc fait part de sa déception. Il écrit « J'ai été infiniment aise de voir le mémoire qu'il vous a plu me communiquer de la part du sieur Diodati, Élie, pour les errata de l'édition anglaise de Fra Paolo, sur quoi je ferai corriger mon exemplaire, mais je pensais que ce fût apostille de l'auteur qui lui ajouté sur la dite édition ce qu'il me semble que ce soit que les fautes d'imprimerie, remarquées par quelqu'un qui l'aura conféré sur l'autographe. » Donc Peiresc s'attendait à quoi? À découvrir les fameuses altérations, interpolations de De Dominis, dont il a appris lui-même de fort bon lieu que Sarpi s'était plaint qu'elles allaient contre sa pensée. Or, le mémoire contient quoi? Il contient rien que quelques petites coquilles, quelques autres petites broutilles, mais rien de plus. Et lorsque l'on examine l'exemplaire de Londres, corrigé à la main par Pierre Dupuy, certainement à partir de cette liste d'errata, que lui a fait parvenir Élie Diodati, c'est un exemplaire qui est conservé à la BNF et dont j'ai commandé la reproduction, donc j'imagine qu'il devrait être disponible bientôt sur Gallica, eh bien, on ne peut que partager la déception de Peiresc. C'est vraiment peu de choses. Là, c'est encore une addition
assez importante. Et cette édition, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'elle a été intégrée, bien sûr, déjà dans l'édition italienne, la deuxième édition de 1629, mais qu'elle était déjà présente dans l'édition française qui l'avait déjà intégrée. Donc ces errata sont communiqués avant l'apparition de l'édition française de 1621. Un autre passage, mais c'est un peu moins lisible, c'est exactement la même chose, mais là, ce sont vraiment quelques très rares passages interpolés. La plupart du temps, c'est vraiment père, on corrige en quai. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont totalement insignifiantes. Peresque, donc, bon. Alors, c'est donc d'autant plus décevant hein, que ces corrections, elles sont déjà intégrées dans l'édition française. Alors, l'édition de 1629, elle porte la mention, vous le savez, corrigée et revue par l'auteur. Alors du coup, on peut se demander si la mention qui figure sur la page de titre de l'édition genevoise de 1629, hein, donc riveduta e corretta dall'autore, ne relève pas d'abord d'un bel artifice, d'un bel effet d'annonce éditoriale qui semble assez bien fonctionner puisqu'un correspondant allemand d'Edi Diodati se félicite que le livre soit corrigé et revu du même auteur, chose, écrit-il, véritablement de grande importance. Et le fait que l'indication figure toujours sur la page de titre des rééditions genevoises ultérieures, hein, comme la 3e édition, toujours appelée revue et corrigée par l'auteur en 1556, ou la 4e édition en 1660, indique bien que l'on est ici en présence d'un artifice éditorial, et cela d'autant plus que la seconde édition de la traduction française qui paraît en 1635 recourt exactement, on va le voir, au même procédé. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cette seconde édition genevoise de 1629 ait été réalisée en dehors de tout contact avec Venise. Quelques indices montrent le contraire. En effet, lorsque le pasteur Antoine Léger se rend de Genève à Constantinople, où il a été appelé comme chapelain de l'ambassade des Provinces-Unies, il s'arrête en juillet 1628 à Venise, avec pour mission de rencontrer Daniel Nice, hein, donc c'est le fameux marchand hollandais qui avait largement contribué à l'opération d'exfiltration des cahiers du manuscrit de l'Historia Concilio Tridentino, orchestré par Nathanael Brent et l'archevêque de Canterbury en 1618, comme l'a magistralement montré, on le sait, Gaetano Cozzi dans une étude qui a fait date. Or, Léger doit aussi montrer à Daniel Nice, je cite, l'histoire de Trente. Il peut notifier à Genève que le marchand hollandais trouve bonne la forme de l'histoire. Léger rencontre également Micancio, en tout cas je crois reconnaître Micancio derrière l'appellation Fulguris Radios, qui lui demande expressément de conserver pour cette édition l'anagramme de P. Soave sur la page de titre. Mais dans quelle mesure Sarpi lui-même a véritablement contribué avant sa mort en janvier 1623 à la révision de cette nouvelle édition? L'édition genevoise, procurée en 1629 par Pierre Aubert pour les contes d'Échouet, est surtout enrichie des sommaires, placés en titre des chapitres, et puis également de l'indication à chaque feuillet du nom du pape régnant et de la date des événements. Il apparaît que le titre est diffusé à une large diffusion, mais là je parle sous le contrôle de Mario Infelize et des historiens du livre. Il y a 2 éditions, et au moins, là c'est pour l'édition A, on a 3 pages de titres différents, donc 3 émissions, et à nouveau, pour la 2e édition, 3 émissions, mais comme nous le rend attentif Mario Infelize, c'est surtout vrai avec Sarpi, à chaque fois qu'on cherche un peu, on trouve de nouvelles éditions ou de nouvelles émissions. Moi, je n'ai pas, évidemment, poussé la recherche au-delà de ce que j'ai pu trouver sur Internet. Il semblerait, du reste, que cette nouvelle édition genevoise de 1629 ne soit pas pour autant sans défaut. Micancio aurait rapporté à William Twisden, hein, toujours le frère de Roger Twisden, que l'édition genevoise était meilleure que celle de Londres, mais qu'elle contenait néanmoins certaines fautes qu'il n'avait pas eu le temps lui-même de relever. Et du coup, Twisden s'empresse de lui montrer quelles ont été les erreurs que son frère a remarquées dans cette édition. Je crois que là, j'ai mis l'extrait. En gros, Fujantso reconnaît qu'il s'agit bien, là, de fautes, mais fait entendre tout de même qu'il a un petit peu d'autre chose à faire que de se préoccuper de ces questions d'ordre philologique. Il apparaît, au bout du compte, Micancio, beaucoup moins chatouilleux que les frères Twisden, que Peresque et d'autres, ceux que Diodati va appeler bientôt les scrupuleux,
au sens strict, à la lettre stricte du texte sarpien. Bref, cette quête du texte originel, l'édition genevoise ne cesse de l'exploiter au fil des publications. En effet, la deuxième édition genevoise de la traduction française, publiée en 1635, indique sur la page de titre exactement et fidèlement conféré à l'original, alors que dans une nouvelle préface, Jean Donati certifie que le texte est cette fois bien conforme à l'original et suggère que Sarpi entretenait lui-même un rapport moins sacro-saint avec son propre texte que les scrupulos attachés à la pureté de la lettre. Alors, à partir de la quatrième ligne, la première édition française fut faite à la hâte, dit Diodati, avec quelques légères licences, laquelle pourtant ne fut point improuvée par l'auteur, ni par ceux qui avaient charge de lui, mais pour contenter les scrupuleux. L'on l'a déchargé de tout ce qui n'était pas de la veine de l'auteur et repurgé de tous les défauts qu'on y a remarqués, de quoi j'ai bien voulu avertir le lecteur afin que plus confidemment il se donne le plaisir d'une lecture très curieuse et judicieuse. Et ça n'est pas fini, puisque en 1638 et en 1639, la préface de l'édition genevoise du traité de l'Inquisition, le Discorso, met une nouvelle fois en scène, alors est-ce que c'est Genève? Ce serait à comparer évidemment en fonction des éditions, mais cette préface est différente dans l'autre édition Serravalle Albicocco. Eh bien, qu'est-ce qu'il explique, Il explique que même en circulation manuscrite, les textes de Sarpi sont corrompus et que cette édition s'attache précisément à rendre quoi? Eh bien, la fidélité de la lettre sarpienne. Alors, pour conclure, il me paraît légitime, en tout cas sur le plan historique, de questionner la possibilité d'une construction d'un mythe, d'un texte originel perdu, suite à l'intervention de De Dominis, qui a pu servir des intérêts divers, dont ceux de l'entourage de Sarpi, tout comme d'ailleurs la construction d'une figure octoriale par la République des Lettres, mais qui dans tous les cas a été exploitée, ça c'est certain, par la place éditoriale genevoise pour l'intérêt commercial qu'un tel mythe pouvait représenter, mais pas seulement, puisqu'il a également permis à Genève de réaffirmer sa légitimité dans la mise en avant d'une vérité critique grâce à l'observance de la lettre du texte. Cette hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, demande bien entendu à être confrontée à une expertise philologique poussée, qui devrait prendre en considération de très nombreux témoins, c'est pour ça qu'elle n'a jamais été réalisée, et tout en acceptant que le manuscrit de la Marciana, destiné à une circulation interne et qui témoigne d'un texte en mouvement, Corrado Pin l'a rappelé, ne corresponde pas forcément au texte qui est parvenu à Londres en 1618, dont on savait qu'il risquait fort quand même d'être publié. Et en l'état de nos connaissances, c'est-à-dire les variantes que Corrado Vivanti a mis en évidence dans son édition, dans les travaux parmi les plus poussés qui sont ceux de Giovanni da Pozzo, je trouve que les résultats ne sont pas spécialement spectaculaires. Je pense que si Peiresc vivait toujours, eh bien, il serait fortement déçu parce qu'il ne découvrirait pas justement toutes ces interpolations, toutes ces interventions attribuées à De Dominis. Donc on attend, mais il me semble, loin de tout fétichisme textuel et d'un point de vue plus pragmatique, que Sarpi et Michelangelo ont peut-être pu être prêts à accepter que l'histoire du Concile de Trente puisse se prêter à plusieurs usages, pour autant que cela serve la cause pour laquelle ils se battaient. C'est-à-dire que pour eux, c'est mon hypothèse, l'efficacité du combat primait en réalité sur le strict respect de la lettre. Bon, merci.